Vous êtes sûrement bien installé dans un canapé ou dans votre lit lorsque vous regardez ce film. Vous avez cliqué sur Play sans trop savoir à quoi vous attendre. Vous pensiez sûrement regarder un film documentaire sur l'art contemporain qui raconte l'ascension phénoménale d'un artiste dont les œuvres s'échangent des millions dans de belles salles de vente, pas vrai? Et puis là, vous tombez sur ma gueule. Vous demandez bien ce que je vais pouvoir vous raconter. Depuis tout petit, j'aime raconter des histoires. Allez savoir si celle-ci est vraie ou non. J'aime les histoires qui parlent d'art, parce qu'elles n'ont rien à vendre. On y trouve une morale si on en cherche une. Et si on cherche pas, on aura au moins ce doute en nous de savoir si tout cela a vraiment existé. Lorsqu'on parle d'art, les gens ont souvent un avis tranché. Les bourgeois tombent d'accord sur la valeur inestimable d'une œuvre et jouent aux traders avec des toiles comme l'on vend du pétrole ou des diamants. Il est toujours bien vu d'avoir chez soi un artiste à la mode et de détester le bouc émissaire, en général, en même temps que tout le monde. Les pauvres, quant à eux, n'ont pas souvent le temps de débattre des prouesses des grands peintres impressionnistes ou de la qualité des œuvres contemporaines parce qu'ils n'ont pas le temps, l'argent, ou peut-être tout simplement parce qu'ils en ont rien à foutre. Un manque d'éducation. J'ai toujours pensé que l'art n'avait besoin d'aucune éducation, qu'il venait du cœur, de l'instinct, et qu'il pouvait traverser les âges, les frontières et les langages sans le moindre frottement. Lorsqu'une œuvre d'art est réussie, elle touche, elle tabasse, elle divise, elle nourrit. Elle a un impact, parfois invisible, sur les esprits, les cœurs de ceux qui ont la chance de la croiser. Pourtant, une chose est sûre. Si Picasso était de notre époque, il aurait probablement un compte Instagram ou un compte Twitter. Voire les deux. Il lâcherait peut-être des « mettez un pouce bleu en bas de ma vidéo » sur son compte YouTube. Tu n'existes pas si tu n'es pas sur les réseaux ou dans les grandes galeries à la mode. Monde de merde. Un jour, Michel-Ange a dit « Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. » L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui vont avoir la chance de voir naître chez eux une œuvre majeure, l'œuvre d'un artiste qui a justement décidé de se fixer des buts inatteignables. Lui qui prétend être encore un disciple des grands maîtres, pendant de nombreuses années posait ses œuvres en dehors des chemins tout tracés. Il avançait dans l'ombre, année après année, travaillant d'arrache-pied à son art, à la lueur de petites lampes dans son atelier. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui est une histoire vraie, dont les preuves et les stigmates seront certainement effacés par le temps. Pourtant, cette histoire a bien eu lieu. Banlieue parisienne, année 2020. Pendant que vous aviez le regard fixé sur votre télévision, bien assis confortablement sur votre canapé à observer le monde se confiner, un petit monde discret continuait son quotidien entre les murs d'une ancienne fonderie d'or. Ce lieu mystique avait accueilli de sacrées histoires. On y raconte que la Banque de France y faisait fondre l'or, que les véhicules rentraient par ce grand portail de fer encore visible et qu'une fumée épaisse s'échappait de ces gigantesques cheminées visibles depuis tout Paris, telles des fourneaux diaboliques. Plus tard,
tombée à l'abandon. Elle avait accueilli des fêtes clandestines, puis, peu à peu, des vendeurs de sommeil, un garage, des artistes, des bricoleurs, dans tous les sens du terme. Certains auraient même sûrement dit que c'était une planque, un coupe-gorge. D'autres prononceraient avec effroi le mot « squat ». Mais il n'avait rien à voir avec les squats de bobos parisiens qui souhaitent se faire vibrer les plumes avec un petit frisson canaille. Ici semble apparaître un monde parallèle, en dehors de notre société, cet été-là. Tout ce petit monde allait être secoué par une histoire à dormir debout. Comment j'ai eu l'idée de cette fresque dans un lieu comme ça, désaffecté, ça a été un peu par hasard. J'ai trouvé un livre dans l'atelier d'Iliès en haut, là. Je suis tombé sur 2 livres. Il y avait un de Dostoïevski et un autre livre sur la chapelle Sixtine. En fait, ça a fait un déclic. Je me suis dit, bah, ce couloir, avec cette lumière naturelle, cette verrière et tout, qui a quand même une architecture très spéciale, pour moi, c'est une chapelle. C'est une chapelle, donc il faut des peintures qui sont à la hauteur de ce lieu, quoi, qui est vraiment... c'est ce que je me suis dit. Il y a quelque chose de spécial ici, et ça m'a fait penser à la chapelle Sixtine, ce couloir, ce grand mur qui est au fond du couloir, comme ça, qui monte à plus de 8 mètres de haut. Je me suis dit, il faut faire une chapelle Sixtine moderne. Sur celui-là, il y aura le jugement dernier. Avec au centre, il y aura Jésus, là, entre les 2 fenêtres. Là, ça va être l'œuvre principale. Je vais commencer par ça. Ensuite, il y aura les panneaux ici, là, les épisodes de la Genèse. Sur les côtés, ici. Donc ça a été vraiment un espèce de... presque un signe, quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, quoi. Tu te trouves dans un endroit comme ça et tu tombes sur des livres d'art et tout. Voilà, pur hasard. On va utiliser sûrement un échafaudage avec des roulettes et voir une échelle. Tous les moyens sont bons. Eh Bert, ça va? Et je connais Pascal, ça fait... Bon, je le regardais de loin, ça fait longtemps que j'arrivais ici à Ivry. On a partagé un repas, Pascal, je crois. Et on a parlé un petit peu et bon, et on a branché une bonne vibration. Et... Je suis arrivé ici un peu comme ça par hasard parce qu'il y avait Iliès, un ami artiste, peintre, qui était ici depuis plus d'1 an. Et donc il m'a montré le lieu, je suis tombé amoureux direct de cet endroit, quoi. Il y a vraiment une énergie, il y a vraiment un truc indescriptible, quoi, très spécial. En fait, c'est un film, quoi. Quand tu arrives ici la première fois, c'est un film. Je m'appelle Mahmoud Ben Yahya. J'arrive tout droit de l'Algérie. J'ai pris le bateau. Et depuis, je suis à la France. Je suis resté un petit peu à Marseille. Quand je suis venu de Marseille, j'ai atterri direct ici. Ici, c'est vraiment une toute petite ville avec des personnages très atypiques. C'est pas un squat d'artistes non plus à 100%, puisqu'il n'y a pas que des artistes, il y a très peu d'artistes en fait ici. On est peut-être 4 ou 5 à travailler ici. Et il y a des mecs qui ont des entreprises, il y a des mecs qui font des tournages, il y a des clandestins. Ici, c'est un monde. Un monde qui tourne autour de l'imprévu. Et justement, c'est de ce chaos qu'on peut créer quelque chose d'imprévu qui est une chapelle Sixtine moderne. Des anecdotes à raconter sur ce lieu. Bon, déjà moi, j'aime bien passer aux choses sérieuses. Donc, le système, il est que, en vrai, je m'appelle pas Mahmoud Ben Yahya. On va reprendre dès le départ.
Ah, je m'appelle Bella. Ça fait 1 an que je suis à la fonderie. J'ai 48 ans. Je suis né en France. J'habite Créteil d'origine, 94. À la fonderie, ça fait 1 an que je suis ici. J'ai été amené ici par le biais d'un ami voilà, qui m'a présenté au directeur, au producteur de clips et tout, machin, bref. Moi, je suis régisseur. Je reçois les clients, j'essaie d'être avec eux, d'être à leur disponibilité, tu vois. Donc ça se passe assez bien. En général, ça se passe très bien. On reçoit les clients dans la loge là-haut. Et après, ils font leur spectacle ici, ils font comme ils veulent, leurs vidéos, tranquillement. Mais sinon, là, il y a beaucoup d'événements qui se sont faits dans ce couloir. De tout, des défilés de mode, il y a eu des clips vidéo, des raps, il y a eu un film. Sinon, on a le bus, où la dernière fois, il y avait une ambiance caribéenne dedans. Il y avait 30 nanas qui étaient en train de danser dans le bus. Le bus, il était en train de bouger dans tous les sens et tout. C'est quoi ça, j'ai dit? C'est quoi ça, j'ai dit? Attaque, c'est quoi ça, j'ai dit? C'est quoi ça? Bon, c'est la salle des tortures, là. C'est là où on amène tout le monde. À partir de là, il y a de l'eau là, par terre. Donc il faut la vider à chaque fois qu'on fait un clip. Mais il y en a qui nous demandent même de laisser l'eau. Et une fois, il y a une nana, elle s'est même baignée dedans presque, quoi, carrément. Elle a mis ses mains, ses cheveux sont tombés dans l'eau, elle s'est relevée. Et c'est une eau un peu stagnante, quoi. Je lui ai conseillé de pas faire ça. Mais apparemment, elle était dans son délire. Et sinon, ils ont fait beaucoup de choses au fond. Là, c'est dommage qu'on voit pas, c'est hyper immense. Et franchement, ils te sortent des ambiances. Vive les artistes, quoi, parce que, dis donc, ils transforment une pièce, tu la reconnais même pas des fois, c'est incroyable. Donc on va monter, on va se faire un petit toboggan après, retour. Un petit coup de toboggan. Là, ils ont même tourné dans l'escalier. Souvent, ils tournent là, parce que comme ça, ils font les scènes de chiffreurs de shit, tu sais, les petits clippers là, de rap et tout. C'est que du faux shit, que des faux billets, mais au moins, ils sont à fond dedans. Bon. C'est un peu le désordre par rapport au dernier clip, mais en général, après, sinon, vous passez les meubles comme vous voulez. Là, on a une petite salle de musculation. On a la super fresque de... La super fresque de Pascal. P-Boy. Qui est magnifique, quand même. Personnalisé, un peu mis au goût du jour. Casquette à l'envers, téléphone cassé. Voilà un peu le tour de la fonderie, quoi. Mais après, on peut faire beaucoup mieux, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire encore, donc on va continuer à avancer. Mais j'aime bien le côté artiste, quoi. Des choses, franchement, ça laisse une liberté aux gens, d'expression, tout ça, qui fait qu'on rencontre plein de gens intéressants, c'est enrichissant. Et franchement, c'est un bon petit job. Vive les artistes. Guillaume, ça va? Ça va? J'habite à Ivry. Et Ivry, c'est comme un petit village, tu vois. C'est un peu comme Montreuil, mais en peut-être plus feutré. Il y a moins de dealers, plus de braqueurs. Voilà. Ça a vraiment du sens de créer, surtout avec le coronavirus, on a tous eu notre agenda qui a été un peu bouleversé. D'habitude, j'ai pas le temps de travailler pendant plusieurs mois d'affilée sur une même œuvre. Et là, je me dis que c'était l'occasion justement de faire une œuvre vraiment peut-être la plus ambitieuse de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. De peindre pendant 2 mois d'affilée non-stop sur tous les jours, sur une grande façade. Et surtout que quand même la chapelle Sixtine, l'œuvre de Michel-Ange, le Jugement dernier, la voûte, toute la voûte de la chapelle, c'est quand même quand tu es devant ça, tu sais qu'il y a quelque chose d'indescriptible, quoi. Il y a quelque chose de transcendantal, où tu as une notion, où il y a une espèce de respect, tu veux garder une distance par rapport à ça. C'est le sens du sacré. Et c'est ce que j'ai envie de reproduire ici. Et mon travail tourne autour de ça, sur cette œuvre. Et aussi sur le sens de Dieu, de la création, de la vie, de la mort, du sens de la vie, tout simplement. Beaucoup de gens pensent que l'art est un acte instantané,
que le talent suffit et que seuls des esprits grandioses ont le génie, dès la naissance, de créer des œuvres quand bon leur semble. La réalité est bien moins glamour. Finalement, personne ne savait grand-chose de Pascal, ni même si Pascal était son vrai nom. Mais ce que tout le monde s'accordait à dire, c'est qu'il était un travailleur acharné. Chacune de ses œuvres était le résultat d'un long travail de recherche, de documentation et d'expérimentation. Il passait plusieurs mois à réfléchir à une simple idée, prenant le temps de la faire mûrir comme on fait fermenter un rhum arrangé. Il nourrissait ses réflexions de lecture, de recherche, et venait peu à peu composer ce qui deviendrait son nouveau challenge. Pascal incarnait, sans le prétendre, la définition même de l'artiste. Celle qui se définit par la maîtrise des connaissances et des techniques d'un art. Et cela à la manière d'un artisan qui, chaque jour, vient affûter son savoir et sa pratique, sans se soucier du reste du monde. Peu à peu, venait le moment de poser les premières esquisses. T'as souvent, sur une fresque comme ça, tu utilises beaucoup le fond. Tu travailles pas mal en transparence, où il y a des zones qui vont garder un fond commun, et en fait les portes elles vont ressortir comme une qui est blanche, une autre qui est vraiment très foncée. Ça va dénoter. Ouais, là, ici, il y a des toilettes. Là, il y a une cuisine. Et là, c'est l'accès au studio. Et en haut, il y a un mec qui vit là. J'ai peint sur les portes ici. Et en fait, là, j'ai juste les peindre en gris un petit peu avant de commencer à faire le quadrillage. Une fresque comme ça, tu peux pas la taper au projecteur et te dire, allez, je travaille de nuit, puis je fais mes contours. Ça ne marche pas, le projecteur, il va pas. T'auras trop de déformations sur les bords, enfin, tu vois, c'est pas possible. Donc, il faut faire un vrai travail de fresquiste, c'est-à-dire au damier. Donc, tu fais ta fresque sur un damier de papier, et ensuite, tu reproduis carré par carré. Donc, si tu veux, c'est du dessin. C'est du vrai dessin, là. Et puis le support est dégueulasse, quoi. Le support, il est infernal. Il a des inégalités de partout. Donc, tu vois, il y a un effort. J'essaie de partir du centre pour faire un trait déjà de 1 mètre. Parce que tu vois, le sol, il n'est pas tout à fait droit. Donc, comme il n'est pas tout à fait droit, je vais partir de la partie la plus haute. Et je vais commencer à quadriller au niveau de 1 mètre de hauteur. Je vais faire un trait horizontal qui va rester plutôt droit. Et ensuite, il va falloir que je parte de la gauche et commencer à quadriller chaque mètre, ce qui va faire que des petits carrés, et je vais monter comme ça au fur et à mesure. Ça sent bon. Hay 400 personnages. 400. 400. Mucho caras. Ça, c'est une maquette faite sur ordinateur. Je suis reparti de l'original du jugement dernier dans la chapelle Sixtine. L'original, il est un peu plus en longueur. Donc j'ai dû modifier un peu toute la compo. Voilà, c'est casse-gueule. Faut pas que j'appuie sur le mur, en fait. Je sens que si j'appuie sur le mur, je vais me péter la gueule. Au pire, c'est l'escabeau qui se pète la gueule. Moi, je saute sur la plateforme. Allez. Hein? On est à 3 mètres au niveau de la gouttière, là. Enfin, du espèce de gros tuyau. 4, 5 metros, 6,
Et 7, c'est là. Alors ça, c'est vraiment la maquette globale, mais en fait, je l'ai divisée en 6 parties pour vraiment avoir tous les détails, comme il y a plus de 400 personnages sur cette maquette, pour vraiment avoir tous les détails. Et je vais quadriller les 6 feuilles pour pouvoir reporter ensuite toute la maquette originale sur le mur directement. Ouais, il faut que je trouve en fait la dimension, il faut que je trouve 1 mètre sur ma feuille, combien ça fait en centimètres. Et à partir du moment où j'ai cette information, je peux tout reporter sur le reste. Tu vois? C'est ça un peu la problématique que j'ai là. Y a plein de personnages de la compo que j'ai changé de place. Et toute cette zone-là aussi, là, je l'ai étirée sur le côté. Donc j'ai rajouté des personnages dans ces zones-là et ces zones-là, tu vois. Pour que tout s'enchaîne bien sur le format et que les fenêtres rentrent dans le cadre. Donc ça a été un peu de travail. Et ensuite, il y a eu tout le retravail des personnages. Parce que ça, c'est l'original. Et tu vois, ça, c'est une femme. C'est une Sibylle. Les bras qu'elle a, c'est presque mes jambes. Donc là, je l'ai retravaillé, tu vois. Et là, tu le vois dans la version que j'ai retravaillée. Elle est plus fine, tu vois. Je lui ai fait des dessins un peu plus contemporains. Une coupe différente, elle pareil. En fait, là, si tu fais une erreur ici, après t'as tout qui va être décalé, tu vois. Par rapport aux fenêtres, il y a beaucoup d'éléments, il faut mieux pas partir d'un truc faux. Michel-Ange, lui, il aurait kiffé pouvoir travailler avec une feuille imprimée. Il utiliserait Photoshop, ça c'est sûr. Là, je le vois qu'il est bon grâce aux gouttières et tout qui sont dans le même axe. Donc là, je pense qu'on est bon. Il y a un petit peu de stress, mais c'est plus sur des aspects techniques où, tu vois, genre, ouais, est-ce qu'on va avoir l'échafaudage? Est-ce qu'il va bien tenir? Est-ce que je vais me péter la gueule? Est-ce que... Il y a les imprévus aussi, tu vois, là, l'échafaudage, on l'a plus à partir de lundi. Alors que normalement, c'était prévu qu'on l'ait pour 2 mois. Donc là, le petit stress, ça va être de trouver un autre de rechange. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on le loue? Il y a des incertitudes, tu vois, genre, ouais, c'est plus des aspects techniques, quoi. C'est pas la même chose de se faire offrir un verre d'eau dans un bar bien achalandé que de se faire offrir un verre d'eau au milieu du désert. Vous voyez, le concept de gratuité dans l'art et dans le divin, je crois que c'est fondamental. C'est quelque chose qui, effectivement, n'a pas de prix, c'est le cas de le dire. La différence entre les 2 œuvres, c'est que l'autre, elle a été payée en espèces sonnantes et trébuchantes, et que ici, c'est un désir qui pousse vers cette fresque. C'est une volonté réelle. Et je ne vais pas dire divine, je ne vais pas sombrer dans l'onirisme. C'est quelque chose qui a été pensé et qui a semblé évident. C'est contrairement à Michel-Ange qui, à son époque, recevait des commandes du pape Jules II ou des différents papes. Moi, comme il y a pas de commande, toute ma problématique, c'est de trouver du financement pour payer le matériel, l'échafaudage, la peinture. Et l'idée que j'ai eue, c'est de faire appel à des mécènes à travers le monde de façon décentralisée, en utilisant Bitcoin et Ethereum, et en faisant un financement décentralisé, sans passer par aucune plateforme, comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant avec mes fresques murales, en implémentant des bitcoins QR code pour les dons, qui ont plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est comme ça que je compte financer ce projet. Cet été-là avait un goût de fin du monde. Alors que la majorité des pays sortaient de périodes plus ou moins longues de confinement, le contexte géopolitique était tendu. Covid,
Black Lives Matter, tensions sino-américaines, explosions à Beyrouth, manifestations diverses et variées worldwide. Et tout cela sur fond de marché financier au bord du précipice. Paradoxalement, dans la fonderie régnait une atmosphère de calme. Ce petit monde semblait à l'abri des questionnements du monde. Pourtant, il avait ses propres crises et ses propres tensions diplomatiques. Cet été-là, la canicule pouvait offrir aussi bien de belles journées piscines que de créer les conditions d'une atmosphère explosive. Au milieu de tout ça, chacun vaquait à ses occupations avec ses petites habitudes. Pascal allait tenter d'aller au bout de son défi, quel qu'en soit le prix. Kunya mamau. Nickel. Tu pourras m'aider juste à me filer la corde une fois que je serai juste au premier étage là. Tu m'envoies juste la corde, comme ça moi je remonte le sac. Easy. Merci. Nickel. Je vais partir petit à petit vers le centre. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Là, c'est le premier jour, donc là, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas combien de temps ça va mettre. Ouais. On se lance et on verra. C'est comme de la bonne cuisine. Ah, ça va mettre du temps quand même, hein. Tu sais, je le vois bien. Il y a plein de petits détails du corps et tout. Tu vois, pour moi, repeindre des chefs-d'œuvre des grands maîtres, c'est aussi un peu une école. C'est un peu comme si je prenais une leçon de peinture en direct. Et là, bah là, c'est le cas, hein. Depuis tout à l'heure, je me prends des claques, là, dans la tronche. De gauche à droite. Il fait chaud ici, hein. Je crois que je vais peindre en short cet été, moi. Je pense que c'est ton style de vie. C'est pas le système de vie que tu as, la routine. Tu n'as pas une routine ici, tu peux faire ta vie aussi. Et chacun fait son rôle, et son travail, et profite de le moment. Et c'est ça comment je regarde ici. C'est pas comment travailler et après aller dans le métro et arriver fatigué à la maison. C'est pas un truc comme ça, hein. Tu travailles ici avec bonne vibration et c'est tout, hein. Même ici, on peut habiter à côté où on travaille et c'est cool.
Il y a une bonne ambiance, attention. Ici, on est... c'est une famille, quoi. C'est une grande famille, hein. T'as besoin de sel, tu tapes à la porte à côté. Tu veux manger, t'as pas à manger, tu montes là-haut, tu manges. Tu veux te doucher, t'as pas d'eau chaude chez toi, tu vas à droite là-bas, tu te douches. Tu veux un caleçon, t'as pas de caleçon. Ton caleçon, il est déchiré, t'en as plus. Tu prends, tu vas chez le voisin. Ah, et où ton armoire, ton sac, il est où? Hein? Oh, celui-là, il me plaît. Hop, tu prends le caleçon, tu t'habilles. T'as pas de serviette. Elle pue. Elle est sale. T'as pas d'argent. Il y a tout ce qu'il faut à la fonderie. Viens à la fonderie. Tu t'enrichis. On dit la fonderie. C'est pas Zama, tu crois que toi, c'est Zama, c'est pour fondre. C'est pour faire fondre, c'est ça? Ah non, la fonderie, ça veut dire c'est fondé. Ah ouais, non, vous avez rien compris. Ah ouais. La fonderie, c'est Zama, c'est fondé, c'est un pilier. C'est la fonderie, elle est fondée, quoi, c'est fondé. Tu vois? C'est pas pour fondre le fer, ah non, c'est pas ça la fonderie. Vous avez rien compris, vous. Ah ouais. Vous êtes loin de la plaque. On pensait que c'était calme, mais en fait non. Est-ce que ça m'arrive souvent de peindre la nuit? Ouais, quand je suis à l'atelier, je fais des tableaux. Je peins même plus la nuit que le jour. Mais là, sur une fresque comme ça, vaut mieux peindre le jour pour avoir la lumière naturelle et voir mieux ce que je fais. Parce que là, de nuit, je vois pas grand-chose. C'est pour ça que là, j'ai mis un spot de lumière pour avancer vite et être dans les temps, là. J'ai pris un peu du retard par rapport au planning prévu au départ. Ça me permet de voir le mur d'une façon un peu différente par rapport à la journée, là. C'est pas le meilleur plat, mais c'est le que tu manges tous les jours. Hein. Ça s'appelle soudado là-bas. Y Chapri era vegetariano, ¿no? Sí, ay. C'est un peu tous des sources d'inspiration, tu sais, même philosophiques, quoi, tu vois. Tu discutes avec eux et tout, c'est beaucoup plus inspirant qu'aller parler dans une galerie d'art contemporain. Ça va être vide, tu vois. Là, c'est vraiment des gens qui sont entiers, qui sont pas parfaits. Personne n'est parfait, moi le premier, mais il y a vraiment quelque chose d'humain dans cet endroit, sur les gens, vraiment comment ils sont.
il y a un côté antique, je dirais. Il faut bien comprendre que il y a aussi un cumul de blessures. Il y a des gens cabossés. Il y a une douleur aussi, comme dans un accouchement. C'est ça, c'est ce dualisme ici, quoi, entre cette douleur et ce bien-être qui fait que t'accouches de phénomènes presque surnaturels, quand tu le veux. Enfin, si tu veux, je te résume l'antique, c'est reste un peu ici, une journée, tu vas voir, et tu vas comprendre ce que je veux dire. Et imagine en opposition à ça, un vernissage dans une galerie d'art contemporain avec des œuvres conceptuelles et les discussions qu'il y aura autour de ça. Voilà, c'est bon, t'as compris. De boire rien. Putain, regarde-moi ça, mon frère. Vous mangez pourquoi, vous? Et toi, avec ton corps de lâche, l'autre avec sa troisième couille. Et maintenant, il n'arrive même pas à le soulever. Non, j'y crois pas. Ah ouais. Oh non, non. Oh non, non, oh non, non, il a failli tomber, Ah ouais. Eh, arrête la 8-6, hein. Ça te va pas, hein. Passe à la tourtelle. Oh putain de merde. Il y a plein de sens, parce que tu vas poser cette question à 20 personnes et les 20 ils vont te mettre une réponse différente, mais de manière évidente, à mes yeux, c'est le contraste créé entre une œuvre réalisée avec un soin immense, avec un temps sur le temps long, sur plusieurs mois, et un lieu qui est, comme la plupart de ces lieux, dédié à l'éphémère. Tu vois, donc d'un côté, on a l'éphémère, et de l'autre côté, on a un cri de gueule anachronique, tu vois, et sublime. Alors, le contraste est très fort. Après, derrière, c'est vrai qu'il y a un sens un peu politique, c'est l'art oublié. C'est-à-dire qu'il y a un tel travail de sape, de toute compréhension haute de l'art, de la démarche artistique, qu'à l'arrivée, les artistes qui sont inspirés ou qui sont dans une démarche sincère, authentique et exigeante, tu vois, d'excellence, c'est des artistes comme P-Boy se retrouvent à peindre ici, tu vois, faire une fresque comme ça ici, alors que ça devrait être une commande publique. Tu vois, pour un très grand mur, dans un très bel endroit. Et il est là, le paradoxe, quoi. Là, pour tout ce que j'ai fait, là, j'en suis à 16 jours de travail. En fait, la difficulté, ça a été le temps. Je pensais faire ça en une semaine. Et là, on est déjà à plus de 2 semaines. Il y a plus de 400 personnages à faire, donc
est un peu dépassé par la complexité de l'œuvre, quoi. Bah, je m'en rends compte en fait en le faisant, c'est que tu te prends une leçon d'humilité dans la gueule par rapport à Michel-Ange et au boulot qu'il a fourni là-dessus. Ouais, j'ai incrusté deux, trois têtes de mecs d'ici, de la fonderie, pour que ça résonne par rapport au lieu un peu, quoi. Par exemple, là, il y a mon voisin, là, tout en bas à gauche de Jésus, avec la grille de barbecue. Ça, c'est mon voisin. Comme dans l'original, c'est un mec avec le crâne rasé, Saint-Laurent. Tout à gauche de la fenêtre, à gauche, c'est Enrique. C'est un personnage qui a vécu ici pendant des années, donc ça a du sens. Là, il y a Hebert, le Colombien, qui tient une croix, là. Je vais le faire à la fin avec son tatouage sur le bras droit, là. Là, il y a Mohamed, le fils d'Abella, qui tient des flèches avec ses cheveux longs, là. En fait, je les ai pris aussi parce qu'ils ressemblaient un peu au personnage de la fresque originale. Donc ça collait bien et ça fait des visages modernes, des visages actuels. Lui, dans l'original, c'est un damné. Et là aussi, c'est un damné qui est traîné aux enfers par des démons. Et il y a, dans l'original, celui qui lui mord la cuisse, c'est un serpent vert. Et là, j'ai décidé, pour changer, de faire un staff. C'est un staff qui était ici. Il va être tout noir à la fin. C'est un staff qui était ici, qui s'appelait Moka, et qui mordait tout le monde. Notamment, il y a un mec, là, un garagiste, qui s'était fait mordre à la cuisse, pareil, au même endroit. C'est encore un élément qui est en symbiose avec le lieu. Et il y a un rajout que j'ai fait, c'est la corne d'abondance qui est à son bras droit. C'est la corne d'abondance, c'est, tu sais, c'est cette espèce de corne, là, des fois elle est en or, des fois elle est en argent, dont sort l'abondance, les fruits, et ça représente la démesure, le lubris. Et là, en fait, c'est des cartes bleues. Là, j'ai pas encore mis la couleur, donc on ne le voit pas, mais c'est des cartes bleues qui sortent de sa corne d'abondance. Et elle se transforme en poussière. C'est un peu une espèce de métaphore par rapport à la richesse, l'argent, que le gars, il s'imaginait peut-être aller au paradis parce qu'il avait de l'argent. Et en fait, non. Et c'est un de mes personnages préférés, ouais, même dans l'original. Dans le Jugement dernier original, il a vraiment une puissance dans le regard, comme ça. C'est peut-être un truc qui a inspiré Courbet avec son Désespéré. Tout à gauche en haut et tout à droite en haut, en fait, ça devrait être plus haut de 50 cm. Et au final, je trouve que c'est mieux comme ça, en fait. Ça donne un truc légèrement différent de la fresque originale de la chapelle Sixtine. Et en même temps, je trouve que ça va mieux avec la compo des fenêtres de l'endroit. Et Jésus au centre, il est un peu plus haut aussi, par rapport aux autres personnages. Donc ça le rend encore plus majestueux et ça donne vraiment quelque chose. Je pense que ça va être intéressant à la fin, avec la couleur. Bonjour. On peut tout enrouler sur avec. Alors. Salut. Bonne journée. Au revoir. Salut Max.
Paraîtrait que le silence est la meilleure alternative. Nous on a choisi de faire du bruit, pardonner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe, ils paieront cher et je parle pas de finance. Ou c'est peut-être la nature humaine. On est fait pour vivre au soleil, mais l'inspiration est devenue lunaire. Donc tous les soirs au point de départ, je fais toutes les nuits le même trajet. De mon subconscient à ton air auditif, en passant par les coins où j'aime rapper, dont j'aimerais me rappeler. Une fois que j'aurai accompli mon projet, ma destinée, appelle ça comme tu veux. Les yeux d'une femme qui finira sûrement par partir. Les mains que j'aurais serrées, la drogue que je vais sûrement reprendre et le blast des salopards de ma clique. Ouais, je pense peu souvent à toi, Malika Mourte. Mais le jour où tu viendras me chercher, je t'aurais peut-être attendu dans des couloirs, à schéma au ralenti, en attendant que la raison revienne. À cheval sur 2 siècles, une sale odeur de fin de l'espèce, mais on garde la pêche. Un jour un mec m'a dit que tout ça c'était qu'un test, une étape. Et tant que le bateau reste à flot, je fais comme si je m'en tape. Et la race n'a pas d'importance, je marche qu'avec des gus qui veulent rien savoir. Fidèle à mes blancs, mes noirs et à ma matière grise. À la mémoire de Salimo également. J'oublierai pas que même le ciel a pleuré quand on a fini par se revoir. Oh j'batte, 7-5 dans le dos, 4 dans le Vaussaire, 16 le millésime et des milliers d'autres putains de chiffres au compteur. 444 nuits. J'en sais plus. Hola. Abre. ¿Cómo estás? ¿Ya bien? ¿Todo bien? Bueno, llevamos 3 semanas trabajando acá en lo que será el fin del mundo. Pero acá con el maestro pintando acá, acabando la imagen de lo que será nuestro fin del mundo. Países, bueno, en fin, ya no piense nada en nadie. Acá, sinceramente, la gente no mira mucho los artes. Se ha perdido ya el punto de la razón. El cielo, el infierno, donde posiblemente vayamos casi todos. Todos iremos ahí porque nadie puede decir que es buen cristiano. Todos han cometido errores en esta vida, todos, hasta el cura, el papa, todos. Para eso, para que reflexione el mundo. Por eso le doy un aplauso al maestro Leonardo da Vinci, porque es descendencia de Leonardo. La différence d'art en galerie et l'art ici, oh, je sais pas, j'en sais rien. En fait, je dirais plutôt que l'art en galerie, c'est programmé, c'est préparé, et que l'art en extérieur, comme ça, c'est improvisé. Ça veut dire, je veux dire que par là, l'art en galerie,
Tu veux une table, on va t'apporter une table et 4 chaises tout de suite. Alors que dans un endroit comme la fonderie, tu veux une table, on va t'amener 2 tréteaux, on va t'amener 2 tréteaux et des tréteaux, je sais pas si c'est des tréteaux, hein, et une planche en bois. C'est un exemple que je te donne. Ou alors on va te prendre une chaise en bois, une chaise en fer, une chaise grande comme ça, une autre petite comme ça. Et c'est plus sociable, et c'est plus vivable, et c'est plus... Et c'est cool, quoi, c'est bien. C'est ça l'ambiance, quoi, de la fonderie. C'est ça le truc bien de la fonderie. C'est qu'avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Il y a du peinture simple. No te puede dar una idea, no te puede dar un mensaje, no te puede hacer cambiar algo de ti. Eso es lo que importa. Si tú quieres mirar algo, tienes que valorarlo y sacar algo de lo que estás viendo. Entonces así lo puedes interpretar de esa pintura. Tú tienes un mensaje y algo va a quedar en tu mente. Algo que puede que lo utilices o no, pero es algo que va a quedar. Y es importante mejor hacerlo que no hacerlo. Y eso es lo que pienso. L'art, c'est pas du pipeau. L'art, c'est pas du pipeau. C'est pas je fais une grosse merde et je vous dis ouais, j'ai vachement réfléchi, c'était un truc. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend, tu vois. Il y a 2 faces. C'est comme la philosophie. Tu as une face spirituelle, une face positiviste. Tu peux choisir. Tu peux même jouer avec les 2. Mais il faut quand même comprendre ces réalités, comment dire, symboliques, sémiologiques. Tu vois, c'est l'expression d'idées. Un artiste sans message n'a pas d'art. Como obra del arte se hace también con conocimiento de la cultura, de escribir, leer, ingeniería y de todos los ángulos. Por lo tanto se ha perdido, hay que recuperar. Esa es la misión de nosotros. De Leonardo, acá el maestro Leonardo, que lo vemos que no es un poquito tímido, pero ahí está él. Pero él se divierte, es su diversión de él. Eso es lo bueno, que lo hace con amor, no lo hace por dinero, nada, ¿entiendes? Él lo hace porque le nace la sangre, él lleva en la sangre. Lleva la sangre árabe y sudamericana. Y la francesa también, que para por todos lados. Y el mundo francés agradece al maestro que está pintando por su tiempo valioso que deja de estar hasta en su hogar por estar acá. Ya llevamos como mes y tanto ahí, dándole aquí, dándole allá, dándole los puntos importantes para reflejar los puntos al mundo. Porque este cuadro lo tiene que ver el mundo. L'art, c'est esthétique. L'esthétique, c'est un système de proportion naturel, nous disent les classiques. Naturel, ça veut dire que, comme dans l'homme de Vitruve, tu retrouves dans le beau, dans la forme naturelle d'une plante qui pousse, tu retrouves le même système de proportion qu'en toi. Donc, nous portons cet équilibre, cette harmonie en nous. Nous sommes des êtres harmonieux. C'est pour ça que nous sommes vivants. Je crois que ce qui fondamentalement fait qu'il y a ce sentiment d'universalité du concept du beau et de l'art par une espèce de sens commun correspond à cette espèce de trilogie, quoi. Le bien, le vrai, le beau. C'est ça, c'est cette justesse, cette harmonie, c'est un équilibre, tout simplement. C'est ça pour moi, l'art universel.
C'est pas forcément la taille du projet qui est importante, ou le nombre d'heures passées, ou le nombre de personnages. C'est ce qui va transmettre, c'est ce qui va rester après, à quoi il va servir concrètement. Tu vois? Montrer qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Je dis pas que j'ai tout compris encore, hein. On est tous des éternels disciples, des éternels élèves. Et tu vois, Michel-Ange, il s'est pas dit, ouais, dans 500 ans, il y aura un petit con qui va refaire sa version. Et moi, ça m'a révélé des choses sur moi-même, tu vois. Sur la vie, sur toutes ces questions existentielles. L'aventure de cette chapelle Sixtine arrivait à son terme. Et ce petit monde continuait sa vie, comme si de rien n'était. D'ailleurs, le bâtiment disparaîtrait sans doute dans les prochaines années sans que personne ne s'en offusque. Pour une fois, une œuvre majeure s'était intégrée dans le quotidien d'humain, sans qu'il n'ait à rien payé. Cette œuvre était là, ces œuvres étaient là, ces hommes étaient là, invisibles, des prétendus experts. Sans banque, sans réseaux sociaux et sans galerie. Peut-être était-ce là le signe qu'en tant qu'artiste, il était à l'épreuve de tout, et que même si le monde s'effondrait, l'art véritable retrouverait toujours une place, une faille, un interstice pour s'immiscer, pousser et exister.
est à une époque où un citoyen, un individu peut interpeller le pouvoir via Internet, via la vidéo. C'est un peu ce qui est en train de se faire là. C'est-à-dire que si on ne se fait pas complètement défoncer par le système bancaire, qu'on arrive à faire émerger une proposition politique globale dans les décennies qui arrivent, il est évident qu'on ne va pas vers le même système de démocratie à papa, tu vois, de réseau. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus direct, spontané. On va peut-être se rapprocher de l'anarchisme d'un Proudhon, tu vois, qui disait que l'anarchie, c'est pas l'absence d'ordre, mais c'est de gérer soi-même ce qu'on a à gérer. Et le reste, on le laisse à l'État. Là, on est dans le système inverse. L'État gère tout ce qu'il peut gérer et ce qu'il ne peut pas, il nous le laisse. Tu vois le problème? Ça, c'est ce qu'on appelle, à mes yeux, hein, en tout cas, c'est les balanciers de l'histoire. C'est un événement parmi des dizaines d'autres où on prend des initiatives. Voilà. Où on soutient une initiative, où on se réunit, où on se met en collectif, et on essaye de faire passer un message. Diablo. Désolé pour le diable. Merci Albacino. Moi j'aime bien parce que toi tu as mélangé l'ancien avec la moderne. C'est ça, c'est génial. C'est magnifique. Chacun sa tablette, chacun son téléphone. Après tu as des délires. Après Pascal, je sais pas qu'est-ce que tu vois dans ton rêve. C'est génial en tout cas. Je suis en train de faire les NFT de la chapelle. Et donc les NFT, c'est des œuvres de collection numérique. C'est-à-dire que j'ai pris des photos de la fresque. Comme je ne peux pas vendre la fresque en physique, je ne peux pas la déplacer et elle est éphémère puisqu'elle disparaîtra un jour. La façon de la rendre pérenne dans le temps, au-delà de photos postées sur les réseaux sociaux, c'est de donner la possibilité à mes collectionneurs de devenir propriétaires aussi de cette œuvre. De cette façon, elle m'appartient plus vraiment, mais elle appartient à des gens qui l'aiment et qui vont la garder de façon digitale. Donc les NFT, c'est un outil pour moi qui permet justement de la faire vivre éternellement. Et en fait, ce que j'ai fait, comme il y a 400 personnages dans le jugement dernier, par exemple, il y a un focus sur chaque personnage et il y aura un NFT unique en édition unique pour chaque personnage. Pour l'expliquer, c'est quelque chose qui, moi, me permet aujourd'hui de vivre et qui permet à des collectionneurs d'être propriétaires des œuvres numériques que je crée. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est quelque chose de très récent et moi qui me permet aujourd'hui de pouvoir presque en vivre. Sans travailler à côté, sans être prestataire à côté. De vraiment réaliser les œuvres que j'ai envie, aux endroits où je veux, quand je veux. Je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que c'est et comment ça va révolutionner le monde. Pour vivre le plus longtemps, soyez curieux le plus longtemps. Soyez jamais blasé. De rien. Ni de l'art, surtout de l'art, ni de l'amour, enfin de l'art en général finalement. L'amour, c'est de l'art aussi. Faut jamais être blasé. Surtout être toujours curieux. On est là que pour quoi? Un peu plus de 3/4 de siècle pour la plupart des gens maintenant, quoi. Putain. Je suis trop pressé. Faut être pressé dans cette vie. Ça va vite. Ça va très vite. Mais putain, on s'amuse bien. Restez curieux. C'est la base. Yo pienso que deberíamos interesarnos más por crecer personalmente, por valorar lo que tenemos, por vivir el día a día
y por no preocuparnos de las cosas materiales, valorar las personas y valorar la tierra, la naturaleza, que es lo que tenemos, de lo que somos. Con eso podríamos comenzar a cambiar. Le bilan pour moi, c'est que cette œuvre, elle m'appartient plus. Et que moi, je suis secondaire comparé à l'œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que les gens ont à dire, ce qu'ils ressentent, et comment ils s'approprient l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils voient dedans? Moi, ça m'intéresse beaucoup plus que ce que moi j'ai à dire sur l'œuvre en particulier ou sur ce projet. Et voilà, c'est un peu... on vit une époque où l'artiste, il faut toujours qu'il ramène sa tronche, qu'il fasse le beau, qu'il parle plus de lui ou de son petit nombril que de ce qu'il dépasse et ce qu'il connecte aux autres hommes et à l'humanité universelle. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, d'utiliser un langage pictural avec du matériel pour que ça crée une communication avec l'invisible et avec tous les univers, toutes les dimensions. Et ouais, c'est un projet qui est arrivé, on va dire, au bout, quoi. Aujourd'hui, on pourrait presque l'effacer, mettre un coup de peinture grise par-dessus. Ça me dérangerait pas. Pour moi, elle existe, et aujourd'hui, elle peut disparaître tout de suite, dans la seconde. Elle continuera d'exister. Tant qu'il y a une personne qui l'a vue, et qui l'a imprimée dans sa mémoire, elle existe pour toujours. Même un animal, un corbeau, un rat. Tant qu'il l'a vu, l'univers entier l'a vu. Voilà, ça me donne envie de me dépasser encore plus, d'aller rechercher encore plus loin dans les formes, dans les visages, dans l'anatomie, dans la scène, dans le mouvement. Et ouais, de continuer des projets. Et surtout, passer un cap, de commencer à faire mes propres compositions. Tu vois, comme Miles Davis, où tous les jazzmen, ils jouent les grands classiques, Summertime ou Time After Time. Comme Chet Baker, il reprenait... Enfin, tout le monde l'a repris, quoi. Nina Simone. Et là, c'est la même chose. On reprend... Il y a des similitudes entre la musique et la peinture. Tout est une affaire de silence. Et c'est pour ça que maintenant, je me tais. Lorsqu'on réfléchit à toute cette histoire, on se demande bien ce que cette œuvre deviendra. Comme chacun de nous, elle disparaîtra avec le temps. Elle sera sûrement détruite par des bulldozers pour installer un parking, construire un building tout neuf où vos enfants iront par ailleurs travailler. Pourtant, l'essence de cette œuvre restera. Vous y penserez peut-être lorsque vous irez dans un grand et beau musée. L'art le plus puissant est peut-être invisible de ceux qui le vendent et l'expo. L'art est bien plus puissant que tout cela et nous dépasse tous, jusqu'à dépasser et outrepasser le temps. Vous avez assisté ici à la naissance d'une œuvre inestimable.
Il y a une étape dans la vie d'un artiste moderne qui marquera son ère. P-Boy a achevé son œuvre comme il l'avait commencé, en toute humilité, comme un disciple des grands maîtres, lui donnant une vie éternelle à travers les territoires décentralisés des internets. Il s'en alla vers d'autres horizons, continuant à travailler sans cesse sa technique et oubliant déjà son œuvre destinée à la démolition. Puisqu'au fond, à la fin, il ne restera que le jugement dernier. J'ai un très bon exemple, c'est Pascal Boyard, qui est un crypto-artiste assez connu dans le milieu, qui a récemment peint une superbe fresque qui s'inspire de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Celle-ci s'appelle la chapelle Sixtine Underground. Elle fait 100 mètres carrés. Pour ceux qui nous suivent à la télé, on découvre ces images. 100 mètres carrés, ça a l'air superbe. 100 mètres carrés de surface, il y a 400 personnages, c'est 5 mois de travail. Et donc, ça a été financé à hauteur de 20 000 € par ses admirateurs, ses fans, qui ont acheté une partie numérisée de cette fresque. Ça va mon loulou, ça va mon loulou, ça va mon loulou. C'est qui ça? C'est qui ça? Minos, hein mon loulou? Arrête, voyons, putain. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on vous demande. Oh, il est là, il est là. Il est là, il trompe de personne. Espèce d'enfoiré, ah ouais. Arrête, sinon on va t'attacher dans les toilettes. Arrête.